sur RFI. Et il est 18h30 à Paris sur RFI. On retrouve Romain Ozoui. Bonsoir Romain. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Et bon début de semaine dans 30 minutes RFI Soir, le journal de Clotilde Dumais. Puis nous tentons de répondre à cette question, comment donner un cadre à ce monstre qui est en train de devenir l'intelligence artificielle. Question au cœur du Forum mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui est organisé jusqu'à demain par l'UNESCO en Slovénie. C'est toute une génération qui est sacrifiée avec la guerre à Gaza, l'enclave palestinienne peuplée pour plus de la moitié de jeunes de moins de 18 ans. Éclairage à suivre avec nos collègues du journal La Croix. Les jeunes, l'un des grands enjeux des élections législatives qui se dérouleront jeudi au Pakistan. Gros plan sur les différentes opérations séduction de la part des partis politiques. Et puis question d'environnement, pourquoi les inondations peuvent-elles être aussi meurtrières? Mais d'abord, votre débat. Le débat du jour. Romain Ozoui. Quel site peut revendiquer d'avoir plus un quart de la population de la planète quotidiennement connectée? Tout le monde le connaît, c'est Facebook, le réseau social inventé par Mark Zuckerberg il y a 20 ans. 20 ans après, nous posons ce soir la question, Facebook a-t-il été une avancée ou bien un fléau? Ce qui est sûr, c'est que Facebook a été une révolution. Le premier grand réseau social qui en a annoncé d'autres qui rythment, à raison ou à tort, notre quotidien. Qu'est-ce que Facebook a changé? Le géant est-il dépassé aujourd'hui? Et puis comment faire face aux défis de demain? Et le premier d'entre eux, on l'évoquait, l'intelligence artificielle. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Fabrice Epelboin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, spécialiste des médias sociaux, enseignant à Sciences Po. Face à vous, Michael Stora, bonsoir. Bonsoir. Psychanalyste, expert des mondes numériques, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur du livre « Les réseaux asociaux » avec A... Tout à fait. Entre parenthèses. Qui vient remettre en question le social. Vous répondez déjà un petit peu à la question de notre débat, c'est intéressant. Alexandra Seimer, bonsoir. Notre troisième invité à nos côtés en studio, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'UFR Culture et Communication, à l'université Paris 8, spécialiste des écritures numériques. Et vous êtes la co-autrice du livre Logbook de la colonie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez publié en partie sur Facebook, écrit avec des utilisateurs de Facebook. C'est ça. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, je vais rester avec vous justement, Alexandra Seimer, pour cette première question. Facebook, c'est quoi? C'est un monstre, c'est un géant de l'Internet. Réseau social, c'est un peu un mot fourre-tout. Est-ce qu'on peut faire le tour des fonctionnalités de Facebook? En fait, des fonctionnalités, il y en a plein. Ouais. Et c'est un dispositif qui s'est de plus en plus enrichi au fil du temps. Mais pour moi, il y a toujours une fonctionnalité fondatrice qui est la notion de profil. On s'exprime sur un réseau social par l'intermédiaire d'un profil. Et en fait, cette notion de profil, elle conditionne les autres composantes de Facebook. Donc le profil qui nous définit. Le profil qui nous définit, que nous définissons aussi à travers un certain nombre de critères que nous renseignons. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, vous avez deux composantes qui sont très importantes et qu'on peut peut-être rappeler rapidement. Donc vous avez d'une part une composante qui s'appelle le journal personnel et qui fonctionne un peu comme un outil de microblogging, comme on disait au début de Facebook. Donc, ce journal personnel sur lequel vous vous exprimez vous-même, vous publiez des photos, des pensées du jour, comme une sorte de chronique personnelle. Et ensuite, vous avez une deuxième composante qui est tout aussi importante, et c'est le fil d'actualité. Et de quoi est composé ce fil d'actualité? Il est composé des publications des différentes communautés auxquelles vous êtes affiliés. Donc, vous vous êtes abonné à des amis, à des groupes, à des médias, à des collègues. Et en fait, ce qui défile sur ce fil d'actualité, ça vous définit aussi. Et il me semble que ce qui est fascinant avec Facebook en particulier, et ensuite et qui a conditionné aussi l'histoire des réseaux sociaux qui ont suivi après, c'est ça. C'est ces deux composantes fondatrices et qui, à mon avis, nous renvoient deux miroirs différents de notre identité. Oui.
et à travers lesquels on se définit nous-mêmes, mais à travers lesquels on est aussi défini par les publications des autres de notre réseau auquel on s'est abonné. En tout cas, à travers lesquels on a envie de se définir. Exactement. Socialement. Le Exactement. journal, le fil d'actualité, vous avez dit le fil d'actualité, ça correspond aux communautés auxquelles on adhère. Auxquelles on est affilié. Auxquelles on est affilié toujours ou auxquelles Facebook veut nous proposer d'être affilié aussi? Mais bien sûr, on peut suivre les recommandations de Facebook, on peut aussi ne pas les suivre. Jusqu'à un certain point, on peut définir ce qu'on veut voir défiler sur ce fil d'actu, raison pour laquelle, de façon plus négative, certains parlent d'une bulle de filtre dans laquelle on peut possiblement s'enfermer aussi lorsque on ne s'abonne, par exemple, qu'à des communautés qui nous confirment en permanence dans nos propres choix ou convictions qu'on a déjà et qui nous renforcent aussi possiblement dans des dérives sectaires, idéologiques. Donc ça, on passe un peu vers la face noire compliquée de ce dispositif. Quand vous évoquez les suggestions de Facebook, ce sont les fameux algorithmes. Oui, c'est le fameux algorithme qui provoque et qui ces détermine suggestions. Est-ce qu'elles aussi... sont de plus en plus importantes, justement, en 20 ans de Facebook? En fait, le problème, c'est surtout qu'on ne sait pas exactement selon quels critères ce fil d'actu qui est composé des publications des autres, selon quels critères il est exactement hiérarchisé. Donc on peut bien, jusqu'à un certain point, décider à quoi on s'affilie sur Facebook, qui on veut suivre, qui on ne veut pas suivre. Si on veut suivre les recommandations de Facebook concernant les amis, les communautés, les groupes, etc. Mais ce qu'on ne peut pas déterminer, c'est l'hiérarchisation de notre fil d'actu. On peut agir jusqu'à un certain point sur cette composition-là, en interagissant massivement avec certains amis, certains médias et pas avec d'autres. Ouais. Mais pour ça, il faut déjà savoir comment ça fonctionne. Donc on sait, par exemple, que plus on interagit avec certains amis, avec certaines communautés, avec certains médias, plus ces publications vont apparaître tout en haut du fil d'actu. Donc on peut interagir jusqu'à un certain point, on peut jusqu'à un certain point agir sur cette hiérarchisation, mais pas à 100%. Et c'est là le problème, l'algorithme, la composition précise de l'algorithme, sa syntaxe, qui hiérarchise ce fil d'actu, on la connaît pas. Et bien sûr, ce qu'on ne peut pas du tout maîtriser, c'est les publicités qui vont être insérées dans ce fil d'actu et qui vont entrecouper les publications de nos amis, de nos communautés, etc. On a fait une bonne première présentation de ce qu'est Facebook aujourd'hui, 20 ans après sa création. On tente de répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce que ça a été une avancée ou un fléau? Fabrice Epelboin, fort de justement ce tour d'horizon des fonctionnalités de Facebook, le journal, le fil d'actualité, comment vous définiriez les avancées 20 ans après de Facebook? 20 ans après, il faut vraiment les chercher. On a eu Facebook comme élément central du démarrage des printemps arabes et donc de cette vague démocratique qui a traversé tout le monde arabe il y a maintenant 13 ans. On ne peut pas dire que ce soit très bien terminé et aujourd'hui, il faut vraiment chercher les avancées amenées par Facebook malgré tout. Ça a lourdement contribué à changer notre monde, ça a changé notre rapport à l'information, ça a changé la nature des contestations sociales. On a vu partout dans le monde des contestations bien au-delà du printemps arabe, qui était presque un numéro zéro, d'une myriade de contestations qui ont déferlé et parfois vraiment changé notre univers. Les Gilets jaunes n'auraient jamais existé sans Facebook, et il y a des mouvements similaires un peu partout sur la planète. Parfois, c'est Facebook qui les provoque. Les Gilets jaunes, c'est très clairement un changement de cet algorithme qui crée le flux d'informations, qui a donné du jour au lendemain, qui nous a fait passer d'un flux d'informations déterminé par les amis avec lesquels on interagit fréquemment, ainsi que par les pages qu'on like. Et du jour au lendemain, c'est devenu les amis qui sont en proximité géographique, pas nécessairement ceux avec lesquels on interagit, et les groupes dans lesquels on est inscrit. Ça a changé complètement la nature du flux d'informations de tout un chacun. Et il se trouve que dans les fameuses zones périurbaines françaises, ça a fait résonner certaines colères qui autrement étaient totalement diluées. Mais on a eu des phénomènes tout à fait similaires au Chili, ainsi qu'au Liban,
à la même période liée à ce changement d'algorithme. C'est-à-dire c'est la puissance de cet algorithme qui fonctionne avec une intelligence artificielle, pas celle qui fait débat aujourd'hui, hein, la précédente génération d'intelligence artificielle, celle qu'on a nommée pompeusement Big Data, et qui a fait la fortune de Facebook en transformant littéralement nos informations personnelles en capacité de ciblage aussi bien des contenus qui composent ce fameux flux d'information que de la publicité qui évidemment a des buts commerciaux. Tout ça a radicalement changé notre rapport à l'information. Est-ce que cette force mobilisatrice que vous évoquez de Facebook, elle est toujours aussi forte ? Bien sûr, bien sûr. Les Gilets jaunes, c'est quelque chose d'assez récent. Vous trouverez presque tous les mois, quelque part dans le monde, des mouvements sociaux qui se sont créés grâce à Facebook, qui n'auraient pas pu avoir lieu grâce à Facebook. C'est la seule avancée de Facebook pour vous aujourd'hui ? Je pense qu'on manque de recul pour le reste. Très honnêtement, je pense que Facebook et les réseaux sociaux en général ont radicalement transformé cette période particulière de la vie qu'est l'adolescence et la constitution de l'identité de tout un chacun. Depuis maintenant une dizaine d'années, les enfants qui sont passés par une adolescence assistée par Facebook ont eu une expérience de la création identitaire radicalement différente des générations qui l'ont précédée. Là-dessus, je pense qu'il va nous falloir quand même un peu de recul avant de juger si c'est positif ou négatif. C'est très facile de juger de façon négative la jeunesse quand on est vieux. Je pense que d'ici 10-15 ans, on y verra plus clair. Mais c'est clairement un bouleversement majeur dans la constitution de l'identité, qui est ce phénomène propre à tout adolescent. Je vois que vous levez le doigt, mais de toute façon, je voulais la transition. Forcément, le psychanalyste Michael Stora. Non, mais alors, au-delà de la jeunesse, j'aimerais aussi donner un peu un avis sur l'avènement de Facebook, qui quand même, au début, était un espoir tout à fait étonnant, puisque, enfin, Mark Zuckerberg prônait la transparence. Dites tout, montrez tout, dites qui vous êtes. Ouais. Et peut-être en France, d'autant plus où nous étions un peu dans une culture de vivons bien, vivons cachés, enfin, il y avait cette capacité à pouvoir exprimer une forme d'exhibitionnisme. C'était le début. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que, alors ça c'est plutôt le psy qui parle, montrer tout, dire tout, c'est un fonctionnement qui est celui de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'infantilisation au fait de finalement, de manière pas toujours créative, et c'est pour ça que votre initiative est avant tout créative, c'est une manière une forme de rupture avec le propre de Facebook. Quelle initiative vous faites ? L'initiative d'Alexandra par rapport au fait de faire de l'écriture collaborative, ce sera intéressant, qui existait d'ailleurs bien avant Facebook. Et là, c'est très différent. Mais c'est vrai que très rapidement, pour moi, Facebook est né plus ou moins quelque temps après la télé-réalité. C'est de l'Internet-réalité. Et je pense que c'est là où, petit à petit, quelque chose nous a montré à quel point nous étions finalement des caricatures, ce que tout le monde a appelé produits, c'est-à-dire des clichés dans lesquels on se mettait et qui, en effet, petit à petit, aussi bien à travers certains algorithmes, le fameux qui donc avait pour vocation d'empêcher les haines en ligne, c'est-à-dire de créer ces formes de bulles algorithmiques, qui a aussi créé des clivages, qui a en même temps engendré de l'envie. Et c'est vrai que moi, je perçois plutôt, malheureusement, un espoir qui s'est petit à petit transformé dans une forme de désespoir. C'est-à-dire quelque chose qui a, alors c'est un peu dur ce que je dis, mais qui finalement a tendance à réduire l'humain à une image avec derrière quand même un design émotionnel qui est celui de Facebook, créé par Mark Zuckerberg, qui, comme vous le savez peut-être, a des soucis avec l'empathie. C'est une réalité que certains journalistes ont évoquée, et finalement on le ressent. On ressent cette question de cette tendance à cliver la société, à pourquoi pas, et je suis complètement d'accord avec le fait que les Gilets jaunes sont quand même nés sur Facebook, au-delà de la réalité de ce qui se passait autour d'eux, Facebook ne faisait que remplir quelque chose de terrible, c'est-à-dire une quantification sur la production, sur la consommation, mais aussi sur le narcissisme. D'ailleurs, pour dire les choses, Facebook a aussi donné écho à une colère qui était latente et qui n'aurait pas éclaté sans Facebook. Mais bien sûr, mais l'être humain ne peut pas s'empêcher de se comparer. Facebook est venu appuyer sur cette tendance à l'hyper-comparaison, et tout en sachant que quand même l'ingénieur, dont je ne me souviens plus le nom, qui a inventé le like, est parti de Facebook en disant « j'ai inventé un monstre ». Je pense qu'il y a quelque chose de cette forme de quantification narcissique avec Instagram qui est
un ravage total. Qui est basé sur la photographie. D'autant clairement. plus chez les jeunes, en effet, chez la construction adolescente. Et TikTok qui est encore pire. Et Le TikTok réseau à social d'autres chinois. niveaux. Mais peut-être que c'est moins pire que Facebook, ça va être Moi, intéressant. alors j'ai tendance à penser que TikTok est moins pire, mais ça dépend après à quel endroit. Mais c'est vrai que finalement, il y a quelque chose qui fait que cette tendance à une culture qui est celle de la Californie du Nord, Ouais. qui est une culture de la performance, de la réussite, de la beauté, de quelque chose qui nous renvoie sans cesse à une forme d'idéal tyrannique qui renvoie sans cesse l'être humain qui n'est jamais véritablement à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez inquiétant du côté de la possibilité d'envisager la différence, l'autre, comme un enrichissement. Alors, je vois Alexandra Soimer qui lève le doigt, mais vous évoquez ce modèle venu de la Californie du Nord. Tout à fait, Sauf qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'utilisateurs aux États-Unis et de plus en plus de Facebook, et de plus en plus hors États-Unis, Europe, Canada. Le GAFAM viennent de Là, Californie du Nord. au contraire, ça augmente. Non, mais je ne parle pas des utilisateurs. Je parle de ceux qui ont créé ces outils. Ne soyons pas naïfs. La création d'un outil, d'un site, va avoir un impact sur la manière dont on y est. Donc, par exemple, en Afrique ou en Asie où Facebook cartonne, il y a une volonté de calquer un modèle nord-californien. Complètement. Pas seulement, il y a aussi, typiquement, Facebook est arrivé dans le monde arabe à un moment où la connectivité était largement disponible, d'une part parce que certains pays étaient très avancés comme la Tunisie, et d'autre part parce que les Chinois fabriquaient des téléphones, des smartphones à $100 qui rendaient très démocratique l'accès à Internet. Et Facebook mimait un modèle qui était absolument courant dans le monde arabe, qui est le bouche à oreille. Il n'y avait pas de presse, il n'y a toujours pas d'ailleurs de presse libre, indépendante, susceptible d'informer la population, et donc persistait un système vieux comme le monde qui consistait à asseoir un statut social à travers sa capacité à récupérer de l'information et de la rediffuser de façon intelligente. C'est précisément ce que proposait de faire Facebook, mais avec des outils qui permettaient de décupler tous les efforts que tout un chacun dans le monde arabe fait en allant récupérer de l'information et en le redistribuant. Quelque chose qui est assuré par les médias dans le monde occidental et qui a rencontré Facebook de façon très particulière en 2007-2008, à un moment où la possibilité de se connecter à Internet et cette résonance très particulière entre une habitude culturelle et un outil technique, c'est fait. L'explosion de Facebook dans le monde arabe date de là. Ouais. Et du coup, les usages dans le monde arabe et plus généralement en Afrique sont radicalement différents, beaucoup plus diffus dans la société. Je me souviens qu'en 2008-2009, on avait toutes les classes sociales tunisiennes qui étaient sur Facebook, toutes les classes d'âge qui étaient sur Facebook, alors qu'à l'époque, c'était quelque chose pour les gamins en France. On a des usages de ces réseaux sociaux, pas que Facebook, qui sont très spécifiques à chaque culture et qui parfois résonnent de façon très étonnante. Le Brésil est connu pour être une culture qui résonne très particulièrement avec les réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux ont fait un carton au Brésil et uniquement au Brésil, on fait un four partout ailleurs. Certains comportements des Brésiliens sont très spécifiques au Brésil et n'ont jamais été vus ailleurs. Il y a des cultures qui résonne tout particulièrement. Oui, d'ailleurs, par exemple, en Occident, Facebook est un peu considéré comme le réseau social des parents. Est-ce que c'est le cas ailleurs sur la planète ? Non, c'est pas le réseau social des parents. En tout cas, par rapport au TikTok, Snapchat... C'est le réseau social des boomers et des prolos. Ok. Si vous allez dans la France périurbaine, vous trouverez des gens qui sont beaucoup trop jeunes pour être parents et qui sont utilisateurs de Facebook. Donc c'est le réseau social des moins bien favorisés, on va dire. Pas forcément, parce que les parents peuvent être riches et en zone urbaine. Disons que pour les jeunes urbains, c'est un réseau de boomers. Pour tout ce qui n'est pas jeune urbain, c'est un réseau social. Ok. Et ailleurs sur la planète ? Et alors ailleurs sur la planète, c'est très différent. Vous allez trouver... le monde arabe est très particulier parce qu'il y a quelque chose de profondément similaire dans l'architecture sociale que propose Facebook et dans l'architecture sociale préexistante aux réseaux sociaux au sein du monde arabe. En Asie, vous allez trouver encore d'autres résonances. En Corée, vous allez trouver une résonance très spécifique. Et vraiment, chaque culture s'approprie ces réseaux-là, les fait siens ou les rejette. Mais la résonance entre une culture et un réseau social est vraiment très spécifique à une culture donnée. Donc c'est intéressant, on évoque les spécificités géographiques de Facebook. Alexandra Soimer, je voudrais vous faire réagir sur ce qui a été dit précédemment. Michael Stora et Fabrice Eppelboin, est-ce que vous partagez finalement les critiques ? Parce qu'on pointe peu d'avancées de Facebook ce soir. Bien sûr, je crois qu'on ne peut que les partager. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a
Qu'est-ce qu'on a dit en réalité? réalité? Qu'est-ce qu'on dit bien sur Facebook? C'est pas la question, c'est pas de dire du mal ou du bien. Non. Mais la question, c'est à quoi correspondent ces pratiques et à quels besoins ces pratiques répondent. Pour moi, c'est ça la question centrale, pour comprendre aussi la fascination que les réseaux sociaux en général exercent, pas seulement sur les jeunes, mais sur tout le monde. Parce que vous avez parlé des boomers, des prolos qui sont sur Facebook, je rajouterais des seniors. Oui, boomers, oui. Ah oui, et en fait, ça nous amène à une observation importante que j'ai pu faire en faisant de l'ethnographie de communautés sur Facebook. C'est l'observation que Facebook est aujourd'hui massivement structuré en groupes auxquels il faut s'abonner pour y accéder. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces groupes? C'est ça qui est intéressant aussi. Et là, on s'éloigne un peu du reproche récurrent, du narcissisme et de l'exposition de soi pour venir à un autre besoin auquel Facebook, comme d'autres réseaux sociaux, répondent, mais Facebook en particulier avec la fonctionnalité groupe. Et c'est le besoin de partager des expériences. Est-ce que vous pouvez, dans ce sens-là, partager votre expérience de ce livre, bien sûr, Logbook de la colonie, que vous avez écrit avec des utilisateurs de Facebook? Ça s'est passé comment? Oui, c'est ça. En fait, j'ai lancé à un moment donné, c'était il y a maintenant 3 ans et demi, j'ai lancé un pitch, donc c'est-à-dire une phrase de lancement, une idée, donc une sorte d'amorce d'univers fictionnel. Et puis, j'ai lancé ça sur Facebook et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et quand j'ai lancé ça, très vite, ça a pris. Donc, j'ai construit une sorte d'idée d'univers d'enfermement. Qu'est-ce qui se passe dans un monde où on ne vit plus que sur un réseau social? C'était ça mon idée. Facebook peut doper la créativité? Mais je pense jusqu'à un certain point, comme tout outils. Bernard Stiegler, le philosophe, disait à un moment donné, les outils numériques, comme beaucoup d'autres outils, sont un pharmacone, c'est-à-dire à la fois une sorte de poison et un remède. Et je crois que c'est ça qu'il faut voir. On a répondu à la question, c'est une avancée et un fléau alors. C'est une avancée et un fléau, exactement. Ouais. Et en fait, je crois que ce besoin de se réunir, de partager des expériences, il est toujours très vif. Et c'est pour ça que, y compris certains parmi les étudiants, restent sur Facebook, malgré tout, non pas pour l'expression de soi quotidienne, mais pour partager des expériences dans des groupes spécialisés. Donc, ça peut être du partage d'annonces immobilières, comme ça peut être le partage d'une passion pour l'histoire, ou pour l'afroféminisme, ou pour l'engagement écologique. Et c'est là qu'on revient aussi à la question des militantismes. Et je trouve que c'est très juste qu'une collègue, Paola Seda, a écrit dans un article. Elle dit, voilà, les réseaux sociaux sont aussi comme des outils de socialisation au militantisme, à l'engagement. Et je crois que c'est des facettes des réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger, tout en restant critique, incontestablement. Le débat du jour sur RFI. Romain Ozoui. Facebook a-t-il été une avancée ou un fléau? La question qu'on pose ce soir, 20 ans après la naissance de ce réseau social inventé par Mark Zuckerberg. Mes 3 invités ce soir, Alexandra Seimer, que l'on vient d'entendre, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'UFR Culture et Communication à l'Université Paris 8, Fabrice Epelboin, entrepreneur, spécialiste des médias sociaux, enseignant à Sciences Po, et Michael Stora, psychanalyste, expert des mondes numériques, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur du livre Les réseaux asociaux. Voilà, ça répond déjà à la question. Parce qu'on a bien compris quand même que... Mais je me permets de réagir parce que je trouve qu'en effet, d'ailleurs, l'invention des groupes ne date pas d'il y a si longtemps que cela. Je crois que c'est à peine 6-7 ans. Je ne suis pas sûr que ça soit Mark Zuckerberg qui y ait pensé. Je pense qu'il y a eu toute une équipe parce que les forums, par exemple Doctissimo, qui était un des sites qui marchait le mieux, avait cette fonction de forum où les communautés de patients se réunissaient et ça avait des fonctions curatives même
incroyable. Mais ça, vous êtes tout d'accord sur le fait que l'apport des communautés, des groupes, c'est une avancée Bien sûr. dont Facebook a su s'emparer. Et pour prolonger ce que vous disiez, Alexandra Soimer, je vais même citer Le Monde a recueilli le témoignage d'une femme qui raconte « Facebook a sauvé ma famille parce que via un groupe, elle a trouvé écho à la phobie scolaire dont sa fille souffrait ». Je voudrais rebondir aussi sur ce que vous disiez finalement. Michael Stora, vous qui êtes psychanalyste, d'une certaine manière, quand je demandais est-ce que Facebook dope la créativité, est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec Facebook? Mais est-ce que tout le monde est capable de faire ce qu'il veut avec Facebook? Mais c'est toujours intéressant de voir quels sont les outils qu'on propose. Comment est-ce que ces sites proposent des outils qui vont potentiellement permettre la créativité. Pour tout vous dire, j'ai travaillé pendant 8 ans pour les Skyblogs, ça date. Hein. Ouais. J'étais le directeur de la cellule psychologique et j'ai été spécialisé, comme toujours maintenant, des adolescents. Skyblog proposait aussi bien la police de caractère, sa couleur, le fond, etc. Il y avait une exigence de créativité qui faisait qu'au fond, même le choix de ma police de caractère me permettait de m'identifier. Sur Facebook, on ne peut pas. Il y a un univers. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, la créativité, en termes d'écriture participative, d'ailleurs ça existait bien avant Facebook, hein, il y a énormément de sites qui se sont construits. J'ai moi-même eu des patients qui faisaient des jeux de rôle sur plateau, sauf qu'ils le faisaient sur Internet, ils se construisaient des univers ensemble, et ça c'est la dimension hyper intéressante, vraiment très intéressante d'Internet, où finalement l'Internet est là pour servir le réel de l'imaginaire des personnes. Mais c'est limité sur Facebook. Sur Facebook, bon, moi je ne connaissais pas ce type d'initiative, mais que je salue. Ouais. Je pense que ce qui va permettre de sauver quelque part tous ces grands réseaux sociaux, c'est les compétences créatives. C'est pour ça que, même si TikTok n'est pas toujours très bon, TikTok avait cette exigence de créativité, c'est-à-dire de créer des sortes de mini-fictions. Et c'est pour ça que sur YouTube, même si, malheureusement, quand on rentre dans les détails, ceux qui marchent le mieux, les grands influenceurs, sont souvent des personnes qui ne vendent que simplement leur apparence, ce qu'on appelle le lifestyle, qui est finalement, véritablement une dérive d'un appauvrissement de l'imaginaire. C'est ça qui est inquiétant. Fabrice Eppelboin, Alexandra Soimer évoquait l'engagement, finalement, qui émerge... Qui sort de Facebook aujourd'hui avec notamment du militantisme qu'on peut retrouver sur Facebook. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça va nous amener à évoquer le dernier point de ce débat, est-ce que Facebook est dépassé? Est-ce que cet engagement, il est aujourd'hui d'abord sur Facebook ou ailleurs? Facebook n'a jamais voulu de cet engagement. Sur Facebook, est-ce qu'il est la plateforme qui permet aux gens engagés de s'exprimer, j'entends? De s'exprimer, pas nécessairement. De s'organiser, oui. Voilà. Oui, tout bêtement, parce qu'il y a une palanquée d'outils divers et variés qui fait que ça va être utilisable aussi bien par un groupe d'ouvriers dans une usine qui aimerait monter un début de syndicat ou s'organiser pour éventuellement poser des revendications. Facebook va vous offrir des outils qui sont plus ou moins adaptés et vous allez pouvoir faire avec. Et quelle que soit l'organisation que vous souhaitez avoir, vous allez pouvoir démarrer quelque chose sur Facebook assez facilement. Le problème, c'est que vous allez vite vous retrouver, si le mouvement prend de l'ampleur, c'est le cas par exemple des Gilets jaunes, mais d'une myriade d'autres mouvements qui sont nés à travers Facebook, à la tête d'un mouvement qui n'aura pas de leader. Ça a été l'un des problèmes du gouvernement pour échanger avec les Gilets jaunes. Il n'y avait pas d'intermédiation possible parce qu'il n'y avait pas de désignation d'une autorité, d'un représentant ou de quoi que ce soit. Vous allez trouver exactement les mêmes problématiques dans une myriade de mouvements sociaux qui sont nés justement de Facebook. Mais malgré tout, ils sont nés grâce à Facebook, avec les outils que proposait Facebook et que ne propose pas du tout ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le lieu privilégié de l'organisation. Pour l'expression, il y a beaucoup mieux. Typiquement, Twitter est beaucoup plus efficace. TikTok et Instagram, chacun à leur façon, proposent des outils qui sont beaucoup plus adaptés à l'expression qu'à l'organisation. Facebook a 20 ans, il nous reste 30 secondes. C'est reparti pour 20 ans ? Meta, probablement, oui. Ouais. Facebook, pas nécessairement. On rappelle, Meta, c'est Facebook, Instagram et WhatsApp. C'est l'univers que s'est construit Mark Zuckerberg à partir de Facebook. Ça veut dire que si Facebook s'éteint, il saura rebondir ailleurs. Il saura rebondir ailleurs. Et d'une façon générale, les réseaux sociaux, bien sûr, c'est aujourd'hui une partie prenante du tissu social. On aurait beaucoup de mal à s'en passer. Et ça serait vécu probablement comme une atteinte grave à la démocratie. Eh bien, merci beaucoup. Je dirais que sur le ratio avancé fléau,
on penche quand même côté fléau, 20 ans après la création de Facebook. Merci Fabrice Epelboin, entrepreneur spécialiste des médias sociaux, Michael Stora, psychanalyste, expert des mondes numériques. Merci à vous. Merci Alexandra Seimer, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'UFR Culture et Communication à l'université Paris 8. Oui, c'est déjà la fin de ce débat du jour. Merci à Florence Ponce à la préparation.